Allô, moi c'est Judith, je suis orthophoniste et formatrice et je travaille avec les gens qui bégayent depuis plus que 15 ans maintenant. Et moi, c'est Geneviève, je suis orthophoniste, je fais un doctorat sur le bégaiement et je suis une adulte qui bégaye. Je suis passionnée par le bégaiement, comme vous pouvez voir. Et Judith aussi, je dois dire. Vous écoutez Je suis un podcast, un espace pour parler du bégaiement, justement, sous toutes ses formes, sans tabou et dans le plaisir. Oui, dans cet épisode-ci, on reçoit Caroline Affringue, qui est orthophoniste française, et elle va nous parler de l'approche centrée solution, ou ACS. Et on veut vous dire aussi que cet épisode-ci a été créé pour les personnes qui bégayent. Et il y a un autre épisode qui suit celui-ci, qui s'adresse plus particulièrement aux orthophonistes. Oui, Je suis un podcast, c'est créé par l'association Bégaiement Communication, qui est une association pour les adultes qui bégayent. Rendez-vous au abcbégaiement.org pour connaître les services, les ressources et les activités de l'ABC. Suivez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter sous le nom ABC Bégaiement. Bonne écoute! Merci d'être là et de nous suivre. Bonne écoute! Allô Judith! Allô Geneviève! Avant de recevoir notre invitée Caroline, on voulait vous donner quelques informations sur l'ACS pour vous mettre un peu plus en contexte. Oui, tu sais, l'approche centrée solution, c'est une approche du domaine de la psychologie qui a été créée dans les années 80, puis qui est utilisée en bégaiement, comme on va en parler aujourd'hui dans l'épisode, mais qui est utilisée aussi dans d'autres domaines, comme en travail social, en psychologie, en psychoéducation, etc. Donc, c'est seulement pour vous informer un peu de ça. Mm-hmm. Et l'ACS présente plusieurs avantages. Par exemple, quand on est en thérapie, souvent, on a tendance un peu traditionnellement à se concentrer sur les problèmes, sur ce qui va pas. Mais là, avec l'ACS, notre attention est mise sur ce qui va déjà bien, sur les solutions pour pousser ça plus loin. Et ça change tout. Oui, puis on va se baser sur certains principes, dont la notion de changement, qu'un petit changement en apporte un plus gros. La notion aussi que quand tu sais ce que tu fais de bien, ben fais-le plus. Et si ça fonctionne pas, ne le fais plus du tout ou fais-le différemment. Donc, gardons ça en tête et bon épisode à tous et à toutes. Aujourd'hui, à Je suis un podcast, on va parler de l'approche centrée solution ou la SFBT, la Solution Focus Brief Therapy pour les personnes qui bégayent. Et on reçoit Caroline Affringue, orthophoniste. Donc, merci beaucoup, Caroline, d'être avec nous aujourd'hui. Alors, merci à vous deux de me recevoir dans ce podcast. Je suis très, très honorée, très fière. Je vais me présenter du coup. Oui, je suis orthophoniste en libéral à Suresnes, alors en France, à côté de Paris. Et donc, je travaille avec beaucoup de personnes qui bégayent et puis aussi d'autres rééducations. Et aussi, je suis formatrice auprès d'orthophonistes sur le bégaiement et l'approche centrée solution. OK. Et ça fait plusieurs années que tu travailles, hein, Caroline? Oui, ça fait à peu près plus de 20 ans, on va dire. OK. Déjà plus de 20 ans. Puis ça fait quand même plusieurs années aussi que tu utilises l'approche centrée solution. Oui, ça fait plusieurs années. Alors, le bégaiement, ça fait 20 ans, hein, même plus. J'ai travaillé avec Anne-Marie Simon, qui est vraiment la pionnière par rapport au bégaiement. Et donc, il m'a formée et j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec elle pendant pas loin de 15 ans. Et ensuite, j'ai voulu faire le DU de bégaiement et troubles de l'affluence. Puis, j'ai réfléchi à d'autres façons de faire avec les patients dans la relation en orthophonie. Et j'ai fait un DU de psychologie positive. Et c'est là où j'ai rencontré l'approche centrée solution. Et je me suis formée pendant 2 ans. Voilà. Oui, donc le DU qui est le diplôme universitaire en France. Qui est un travail colossal, je dirais, de rédaction, de recherche sur un sujet précis. Donc, toi, dans ton cas, ça a été sur le bégaiement et aussi sur la psychologie positive. Oui, et lors de la psychologie positive de ce DU, j'ai justement mêlé l'approche centrée solution et le bégaiement.
C'était vraiment intéressant d'aller voir si une approche un petit peu différente, hein, comme c'est utilisé au Centre Palline à Londres, pouvait avoir des effets différents par rapport à ce que je faisais d'habitude. J'avais besoin un petit peu de changer, de secouer tout ce que je faisais déjà en me disant bon, allez, peut-être on peut faire autrement. Et dans le cadre de ton DU, tu as rédigé un mémoire sur le sujet. Oui. Est-ce que tu serais à l'aise qu'on le mette dans les références de notre épisode? Bien sûr, avec Super, plaisir. Mais merci beaucoup parce que c'est une ressource qui existe, puis je suis certaine que nos auditeuristes vont être très contents et contentes d'avoir accès à ça. Ah oui, avec plaisir pour échanger. Ça m'a demandé pas mal de boulot. Oui, ça doit. Donc, je serais ravie qu'il y ait des personnes qui le lisent et puis surtout qui me disent ce qu'ils en pensent et qui me fassent un retour. Et je veux bien échanger avec plaisir. Yeah, génial! Pourrais-tu nous parler de l'approche centrée solution, puis comment tu l'utilises avec ta clientèle? Vraiment de manière très concrète, là, si on s'adresse aux gens qui bégayent, là, comment tu l'expliquerais? Alors, l'approche centrée solution, donc comme son nom l'indique, c'est plus orienté sur les solutions. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une approche miraculeuse qui va apporter la solution. Bon, je tiens à le dire parce qu'on sait que quand on a un problème de bégaiement, parfois on a besoin d'aller chercher aussi des solutions ou des choses qui pourraient nous aider dans cet itinéraire qui est parfois difficile pour la personne qui bégaye. L'approche centrée solution, c'est une approche peut-être différente de voir finalement son problème, puisque les personnes qui bégayent arrivent avec un problème de bégaiement, la plupart du temps. Qui amènent aussi des problèmes qui peuvent amener des problèmes dans leur vie aussi au niveau social ou affectif. Bien sûr. Et si ces personnes-là sont en thérapie, c'est souvent parce qu'elles considèrent que c'est un problème. Ouais. Bien sûr, et c'est un problème. Alors, ça ne veut pas dire qu'avec une personne qui bégaye, on va nier ce problème. On va passer un moment pour écouter la difficulté de la personne, ce qu'elle vit, comment elle le vit. Et assez rapidement, on va orienter avec des questions la personne vers un projet commun. Un projet commun, c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble? À quoi vous verrez, madame, monsieur, qui êtes là avec moi pour ce travail ensemble, que ce travail va être utile. Et là, eh bien, la personne déjà va se mettre dans une position où elle va se dire, tiens, finalement, à quoi ça va servir là mon travail avec l'orthophoniste? Et c'est vrai que ça mène une démarche différente parce que la personne, elle devient actrice. Et on va avancer ensemble. Et moi, ce que je trouve très chouette, c'est que j'ai vu de la part des patients beaucoup de mobilisation, d'espoir, d'engagement un peu différent parce que j'ai senti qu'ils étaient plus investis dans ce travail par rapport à la construction du projet commun. Alors, avant le projet commun, il y a un moment où on va parler avec la personne, et ça, c'est un moment qui s'appelle le problème free talk. C'est parole libre, c'est ça, voilà, free talk, la parole spontanée. Qu'est-ce que vous aimez faire dans votre vie? C'est-à-dire qu'on va aller chercher chez la personne ce qui la fait vibrer, ce qui l'anime, ce qui la rend une personne finalement merveilleuse dans tout son être, avec toutes les particularités et pas uniquement que le bégaiement. Et un peu comme un chercheur d'or, là moi j'adore faire ce moment-là avec les patients parce que c'est aller leur faire émerger, qu'ils arrivent à avoir leurs ressources, leurs compétences, qu'est-ce qu'ils aiment faire dans la vie. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est un socle pour la suite de la séance. Pourquoi? Parce que après ce projet commun, on va travailler avec les meilleurs espoirs de la personne. Et alors, c'est beaucoup de questions que vont poser les orthophonistes, mais des questions un peu différentes. Et le patient va réfléchir à finalement, c'est vrai, il y a des moments où ça fonctionne. Ouais. Il y a des moments où j'ai pas bégayé. Il y a des moments où, quand j'ai parlé avec telle ou telle personne,
ça va, j'étais fluide, j'étais détendue. Et là, j'étais bien, ouais, c'est ça, j'étais à l'aise, j'ai aimé ça, j'ai dit ce que je voulais dire, c'est ça. Exactement. Et là, l'orthophoniste va lui demander comment vous avez fait, mais comment vous avez fait pour être détendu à ce moment-là, mais comment vous y êtes pris. C'est toutes ces fenêtres-là qui vont faire que la personne va aller explorer finalement des espaces ressources, des espaces où ça fonctionne plutôt que qu'on reste dans l'espace problème. Et ça, je trouve que pour la personne qui bégaye, c'est vraiment important d'aller se regarder au meilleur d'elle-même, parce que si on va regarder tous les moments où ça fonctionne pas, où on a la honte, où on a des moments où on change les mots, et que on tourne autour de ça au fur et à mesure des séances, qu'est-ce que ça fait? Moi, j'ai un patient un jour qui m'a dit, vous savez, l'iceberg, quand on écrit, tout ce qui se voit, ce qui s'entend, et puis en dessous, tout le ressenti. Je me permets d'interrompre brièvement notre conversation simplement pour préciser qu'on fait référence à l'analogie de l'iceberg de Joseph Sheehan, qui était psychologue et personne qui bégait. Et cette analogie-là, la partie hors de l'eau représente les manifestations physiques du bégaiement, donc ce qu'on peut entendre, là, bégaiement, blocage, tension, etc. Et la partie immergée sous l'eau représente ce que les gens ne voient pas, donc l'expérience ressentie de la personne qui bégaye. Et cette partie-là contient des choses comme la honte, la peur, la culpabilité, l'anxiété, etc. Voilà, de retour à notre épisode. On a ressorti l'iceberg et il m'a dit, vous savez, votre iceberg, c'est quand même super dur de voir à chaque fois les trucs qui vont pas et tout. Et là, je me suis dit, c'est vrai, il y a un truc qui va pas. On peut pas tout le temps montrer à la personne ce qui va pas, ce qui fonctionne pas. Mais tout et pourquoi est-ce qu'on montrerait pas quelque chose de différent? Alors moi, j'utilise le cercle d'Arnaud Huybert, qui est le cercle des ressources et des compétences de la personne, justement, qu'on remplit, et ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir aussi de se dire, tiens, c'est vrai que ça a fonctionné quand je parle à cette personne. Comment je fais? Et là, on va décortiquer avec la personne comment elle fait. C'est super chouette. De voir la situation autrement, c'est ça, avec des nouvelles lunettes. Dans le fond, la situation est la même. Puis souvent, le cerveau humain, on a tendance à regarder ou à se souvenir du négatif, malheureusement. Puis là, parce qu'on est tous de même, les humains, on pense à la menace, c'est ça qu'on va se souvenir. Après ça, c'est de revoir concrètement, mais c'est vrai, dans cette situation-là, il y a eu ça que j'ai fait. J'étais bien, ou j'ai dit tout ce que je voulais. Et là, c'est de revoir la situation autrement et de mettre l'accent sur ces moments-là qui sont plus agréables, en fait, puis plus positifs, pour aller dans un cercle un petit peu vertueux, de rester dans le positif. Ouais. Et alors, en psychologie positive, c'est très associé à un concept qui s'appelle la réorientation attentionnelle ou la flexibilité psychologique. Donc, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus et qui ont montré que quand on entraîne, on le sait, son cerveau à regarder finalement ce qui fonctionne et puis à se dire, tiens, là, aujourd'hui, c'est un moment sans, j'ai mon bégaiement qui vient un peu m'embêter, donc j'ai des idées de me dire, oh là là, ça va pas, j'ai pas trop le moral. C'est vrai que le cerveau va très très vite dans ce qu'il connaît et donc il a tendance à entraîner, on est tous pareils. Moi, quand il y a quelque chose qui va pas, je peux me faire des histoires très très longues aussi avec mes pensées sur des choses qui vont pas, et puis aller très loin dans le raisonnement et puis tout d'un coup on dégringole. Et c'est un vrai entraînement que d'aller remettre dans son sac à dos tout ce qui a fonctionné, toutes les expériences, et d'en parler avec l'orthophoniste, le thérapeute, parce que c'est ça qui renforce, je pense, sur ce chemin aussi d'acceptation de son bégaiement, mais de multiplier les situations où ça va aller mieux. Et très souvent, les patients qui viennent, alors ils viennent parce qu'ils ont un problème de bégaiement, entre guillemets, ils vont dire, voilà, projet commun, je voudrais arrêter de bégayer. Ce qui est somme toute normale, logique et puis légitime. Et la question en approche entrée-solution, la première question qu'on pose, c'est qu'est-ce que vous voudriez à la place? Et ça, je trouve que c'est une question qui donne toute la mesure du travail qu'on fait entre l'orthophoniste et le patient. C'est se dire, si je fais un pas de côté, c'est vrai, qu'est-ce que je voudrais à la place? Je voudrais parler de façon plus fluide. Mais vous le verriez comment que vous parlez de façon plus fluide? Qu'est-ce qui se passerait? Expliquez-moi, décrivez-moi. Et là, on va aller vraiment avancer avec ce patient pour
pour montrer la direction, la destination dans laquelle il a envie d'aller, ses meilleurs espoirs. Et on voit qu'au départ, plein de gens qui viennent avec un problème de bégaiement, et ben, avec certains, j'ai travaillé à avoir une vie privée plus élargie, avec d'autres, plus de spontanéité, avec d'autres, accepter mon bégaiement, avec d'autres, faire en sorte d'aller jusqu'au bout de mes idées. Et en fait, le problème, il est toujours là, mais on voit que les meilleurs espoirs de la personne sont pas les mêmes. Et ça, je trouve que ça donne des directions différentes au travail aussi. Complètement. Donc, c'est très individualisé sur ce que la personne vit. Et c'est ça qui fait en sorte que c'est motivant aussi pour la personne. Puis de voir la situation autrement, de voir plus de points qui vont bien, ben ça fait qu'on avance. C'est aussi un travail qui est intéressant. Alors, ce sont des séances qui sont assez cadrées parce qu'il y a un processus dans l'approche centrée solution. Donc, c'est pas uniquement des discussions, c'est pas uniquement vous allez voir, ça va aller mieux. On n'est pas du tout dans la pensée positive. Il y a vraiment des sous-bassements derrière avec une théorie qui est importante. Donc, je pense que ça nécessite de se former, bien sûr. Mais en tout cas, quand on accompagne son patient par les processus, la posture et puis le langage qu'on va utiliser, il y a tout quelque chose qui va amener le patient à avancer. Donc, je vous ai parlé du problème Free Talk. On va définir le projet commun. Le futur préféré. Alors, le futur préféré, on va beaucoup le travailler avec l'aide de la question miracle, dont on parle souvent en approche centrée solution. On peut aussi définir comme, voilà, le problème n'est plus là, ou imaginez, vous vous réveillez un matin. Alors, il y a toute une mise il y a tout un paysage qui va permettre à la personne de ressentir les choses et puis lui faire explorer finalement qu'est-ce que va être la situation dans cette réalité-là et comment elle va faire et comment elle va s'y prendre et qu'est-ce que les autres vont voir d'elle. Et ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, il y a une projection du patient. Ouais, et la personne, quand elle répond à la question miracle qui serait, par exemple, si tu te levais et le bégaiement serait plus là, qu'est-ce qui se passerait pour toi? Mais ça pourrait être, je me lève, je parle à ma mère et je raconte des blagues maintenant, je commande une pizza, peut-être pas quand tu te réveilles, là, mais... plus tard, ce même jour-là, j'ai envie de commander de la pizza et j'appelle sans me poser de questions, je fais juste composer puis parler. Tu sais, fait que c'est souvent... ce que je vois, c'est que les personnes vont peut-être commencer par exprimer le souhait de ne plus bégayer, mais ce que ça traduit, c'est justement ce que tu disais, plus de spontanéité, plus de liberté, plus de joie et de plaisir dans la communication. Oui, alors la question miracle, justement, Geneviève, elle va aller dans cet axe-là du projet commun qu'on va définir ensemble et les meilleurs espoirs de la personne. Par exemple, Jérémy, je pense à lui parce que il m'a marqué et ses meilleurs espoirs, c'était professionnellement, il se débrouillait avec son bégaiement, ça allait, mais au niveau de sa vie privée, c'était plus compliqué. Il avait du mal à se faire des amis. Et ses meilleurs espoirs, c'était donc avoir une vie privée un peu plus élargie, prendre plus soin de lui. Et du coup, à la séance suivante, il est revenu et il m'a dit, on a fait l'échelle. Alors, pour raconter aux personnes ce que c'est que l'échelle, c'est qu'on va dire 10, c'est vos meilleurs espoirs, 0, c'est tout le contraire. Où est-ce que vous vous situez en ce moment ? Au niveau de la vie privée, je me situe à 3-4. C'est super. Déjà, vous êtes à 3-4. Et de quoi il fait ce 3-4 ? Et vous n'êtes pas à 0, c'est ça. Voilà, on va décrire avec la personne. Mais c'est déjà, vous avez fait tout ça. Qu'est-ce que vous avez fait pour être déjà à 3-4 ? Et puis, ce serait quoi les petits signes qui montreraient que vous avancez sur votre échelle et que vous êtes un petit peu plus loin. Alors, on donne pas de numéros et d'objectifs en approche centrée solution, et c'est ça qui est très, très intéressant, c'est que c'est des tout petits pas, parfois des pas de fourmi,
des tout petits pas. Et pour revenir à Jérémy, du coup, la fois suivante, il m'avait dit, j'ai fait des tout petits changements, un tout petit pas, je me suis acheté des escargots que j'ai mangés, je me suis fait plaisir, je me suis acheté du vin. Et du coup, j'ai proposé à mon copain, et puis après, il m'a invité à sa table, et puis après, voilà. Et en fait, je trouve que cet exemple, je l'ai déjà raconté, mais moi, j'aurais jamais pensé en tant qu'orthophoniste à proposer qu'il s'achète des escargots. J'étais des escargots. Et lui, en fait, c'est sa solution qu'il a trouvée. Et ça, je trouve que c'est génial parce que les patients, ils ont des ressources, ils ont des solutions en eux qu'ils n'ont pas forcément été explorées parce que quand on est dans l'espace problème, on essaye de trouver des solutions, mais on a du mal, et puis on essaye de trouver des solutions extérieures. Et finalement, quand on cherche, et moi je le vois, je l'ai pratiqué sur moi aussi, l'approche centrée solution, je me dis, dans cette situation, Caroline, comment t'as fait la dernière fois? Qu'est-ce que t'as utilisé? En fait, on a tous nos solutions à l'intérieur de nous, mais parfois on le sait pas. Et je trouve que c'est hyper joli de se dire que nous, on est comme un peu des éclairages ou nous les orthophonistes pour les patients, et on va aller les mettre en lumière dans le meilleur d'eux-mêmes, quoi. Et ça fonctionne. Moi, je suis convaincue que ça fonctionne. Oui, c'est ça, comme tu disais, j'aimais ça l'analogie avec la chercheuse d'or, d'aller chercher les pépites d'or dans chaque personne pour les mettre en lumière, c'est ça? Ça fait aussi que c'est relié au bien-être, la personne se sent mieux, comme là, Jérémy, justement, cette semaine, j'ai fait quelque chose pour moi, ça m'a fait du bien, et en plus, j'ai été chercher un ami, donc là, c'est exactement en lien avec ce qu'il voulait, ce que sont ces grands espoirs qui sont d'avoir une vie personnel plus épanoui, donc c'est un super bel exemple. Ouais, et dans le concret, un coup que la personne, grâce à ton aide, a réussi à définir ce qu'elle souhaitait faire en thérapie, comment ça se traduit, comment est-ce que le progrès ou les améliorations se font et se traduisent dans les séance? Oui. Alors, déjà, l'approche centrée solution, moi, j'utilise tout au long de l'accompagnement avec le patient. Donc, on va définir un projet commun au départ. Et puis, ce projet commun, il va évoluer au fur et à mesure des séances, puisque il y a des choses, par exemple, moi, le patient va me dire, je voudrais être plus spontané. OK, donc si on travaille ensemble, là, pour les quelques séances à venir, ce serait ça qui serait important pour vous et utile dans notre travail. Et puis, on va réévaluer à chaque séance où est-ce qu'on en est par rapport à ce travail. Et à l'intérieur on va dire, de l'enveloppe approche centrée solution de l'accompagnement, j'introduis des fenêtres thérapeutiques avec des outils, avec des exercices, avec le travail, on va dire, plus technique de l'orthophoniste, parce qu'on fait de la technique aussi. Mais, si vous voulez, l'enveloppe, elle est plus dans une approche qui est globale, humaniste de la personne, dans quelque chose qui serait dans une dynamique plus porteuse d'espoir pour le patient. Donc, on pourrait dire que l'approche centrée solution ou la SFBT, c'est un espèce de cadre. Et dans ce cadre-là, quand la personne a défini ce qu'elle veut faire, là, on peut faire appel à d'autres approches ou techniques, que ce soit axées sur la parole ou d'autres outils qui existent sur le plan psychologique aussi. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment intéressant voilà, Geneviève, tu l'as tout à fait bien dit, de se dire que ça n'empêche pas du tout que le thérapeute puisse utiliser sa façon de faire. Moi, j'utilise des outils, des textes, des exercices, des choses à l'intérieur des séances quand il y a besoin de travailler plus, par exemple, l'aspect moteur, l'aspect intonation, la lecture à haute voix, enfin, toutes ces choses-là. Oui, puis je vois comment pour la personne qui bégaye, c'est plus motivant parce que si tu as des stratégies qu'on t'enseigne ou des exercices que tu pratiques, ben tu sais que c'est pour atteindre ton but que tu as défini toi-même. Tu sais, c'est tellement plus intéressant que
si c'est l'orthophoniste qui te prescrit ça, en quelque Exactement. sorte. Ouais. Et je pense que moi, j'ai compris aussi quelque chose par rapport aux patients, parce que je pense que les patients m'ont énormément appris aussi du bégaiement et de leurs ressources, puisque quelqu'un qui bégaye, on sait bien qu'il a énormément de courage, de persévérance. J'ai rencontré des gens extraordinaires qui, du coup, développaient aussi à côté beaucoup de qualités, parce que, pas de qualité, mais ils voulaient faire énormément de choses pour justement compenser quelque part ce bégaiement qui venait les embêter. Et j'étais à chaque fois très, très émerveillée de tout ce qu'ils mettaient en place, de leur ténacité. Alors je me suis dit, c'est très bien, la persévérance, le courage, la ténacité, s'ils la mettent pour eux-mêmes, dans les solutions qu'ils vont trouver pour eux-mêmes, ça veut dire que ça va fonctionner, parce qu'ils les ont, ces qualités. Alors je ne veux pas généraliser, mais c'est vrai, en général... oui, puis c'est de mettre ça de l'avant aussi, parce que des fois, les gens ne sont pas conscients qui ont ça, ces qualités-là. Alors, c'est les mettre de l'avant aussi pour aller vers leur projet commun, tu sais, pour cheminer dans leur projet commun. Puis qu'est-ce que tu as comme retour des clients, clientes, ou quand à la fin, là, comment qu'est-ce que tu reçois comme message, tu sais, vers les fins des suivis, là? Qu'est-ce que les gens te disent? Alors, c'est assez chouette. Par exemple, je pense aux personnes, et je les remercie encore, qui ont fait mon étude, qui ont fait des séances en approche centrée solution pour aller vérifier certains points, et notamment s'il y avait une augmentation de l'espoir, de la motivation, du sentiment d'auto-efficacité. Et tous, ils ont augmenté pendant les séances. Il y avait, alors c'était une étude sur 5-6 séances, mais tous, ils ont augmenté, et ils ont dit, alors, les questions, c'était surprenant. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude que les orthophonistes, les thérapeutes nous proposent ce genre de questions, parce qu'on n'avait pas réfléchi à ce genre de questions, en fait. Ouais. Et après, on a compris la démarche, et tous ont dit qu'ils avaient augmenté leur sentiment d'espoir. Et l'espoir, c'est ça qui fait l'engagement et qui fait faire les petits changements. Et moi, la différence que j'ai sentie de mon côté, c'est que moi, j'avais tendance à donner des contrats, à dire voilà, bon alors l'escalier des contrats, donc votre contrat, ce serait de parler devant tout le monde, par exemple. Et puis je me rendais compte qu'on fixait des petits contrats entre chaque contrat. Et puis, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que quand on fixe des petits contrats et qu'on n'y arrive pas, on dégringole au niveau de son estime de soi. Et moi, je me disais, le patient est pas motivé. Il y a quelque part, il peut pas faire ce petit contrat, c'est trop difficile. Donc, on en faisait encore un plus petit. Alors que là, on part de l'inverse. Les personnes vont définir elles-mêmes leurs petits changements qui leur donnent de l'espoir, qui amènent un autre petit changement et qui amènent un autre petit changement. Mais l'orthophoniste, elle ne sait pas ces petits changements. Et en fait, c'est pas elle qui fixe les contrats. Moi, ça, je trouve ça super. C'est ça. Ça m'émeut vraiment de t'entendre parler de cette approche-là, parce que je trouve qu'il y a tellement de bonnes choses pour les personnes qui bégayent. Ça les empower, comme on dit, ça les empouvoir. Puis, ce que tu disais plus tôt sur la personne qui a mangé des escargots pour se faire plaisir, pour se faire du bien, ça montre, je trouve, toute la richesse que l'approche centrée solution peut apporter dans une thérapie. Puis quand tu parlais de contrats, que souvent, comme orthophoniste, qu'on aura tendance à donner des contrats à la personne, mais je pense que en tant que personne qui bégaye, c'est mettre plus de pression sur la personne. Puis quand on bégaye, on s'est tellement mis de pression dans nos vies nous-mêmes, on se sent souvent tellement coupable et mal parce qu'on bégaye, que dans un traitement, être dans une dynamique de contrat puis de faire un travail, c'est comme si on ajoute de la pression encore. Puis là, d'être dans une dynamique plutôt de, qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce que t'aimes? En quoi tu te trouves bon? Tu sais, puis qu'on arrive par ça dans une thérapie, dire que j'ai mangé des escargots pour me faire du bien. Pour moi, comme personne avec un bégaiement, ça me fait comprendre comment c'est vrai qu'on se met
qu'on se met une pression énorme, puis qu'en thérapie, apprendre à se faire du bien, c'est important. Ouais. Bref, comme ça me permet de voir à quel point c'est riche de co-construire avec la personne qui bégaie, de définir ses besoins, vraiment. Ouais. J'ai une patiente qui se plaignait, donc elle avait un bredouillement, donc avec un rapport au temps qui était un petit peu particulier, comme c'est dans le cas parfois du bredouillement, où il y a des accélérations du débit, et puis elle disait même que sa gestion du temps, hein, on voit parfois que c'est ça, elle était toujours dans la précipitation, elle faisait 40 choses à la fois, etc. Donc on a travaillé ensemble en approche centrée solution, et c'est vrai que moi, j'ai senti que ma façon de faire et ma posture étaient différentes. Avant, j'aurais eu tendance à lui dire, vous savez, par rapport au temps, c'est important de prendre du temps pour vous, déjà de commencer aussi. Et c'est vrai que ça met la pression, parce qu'on se dit, si j'arrive pas à prendre du temps pour moi et que j'arrive pas à faire ce qu'on me dit qu'il faudrait que je fasse, ça veut dire que j'y arrive pas, je suis pas bonne, je suis pas. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui seraient bien pour moi, mais j'y arrive pas. Et là, on approche centrée solution. Donc, je lui disais, c'est quoi? Vous avez passé un moment cette semaine, ok? Et comment ça s'est passé? Elle me disait, je me suis dépêchée, comme d'habitude, j'ai précipité, mais j'ai repensé à votre petit truc, là, des petits changements et tout. Et c'est vrai que j'ai pris un bain toute seule. Et là, j'ai dit à mon mari, tu gardes le fils, voilà. Et puis finalement, j'ai trouvé que ce bain, c'était super. Donc, de bain en bain, j'en ai commencé à en prendre tous les jours. Et puis après, je me suis dit, finalement, mon mari fait du vélo. Moi, je vais aller me faire du sport aussi. Et en fait, tout est venu d'elle. C'est-à-dire qu'à aucun moment, c'était merveilleux, parce que je voyais qu'elle trouvait les solutions toute seule et que ça venait de son moteur intérieur. Et ça, quand on arrive à ce que la personne en face se dise « Waouh, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça ». Et que nous, en fait, on n'a rien fait. Non, c'est ça. Mais en fait, t'as juste tracé, t'as juste ouvert le chemin, en fait. Puis la personne a pris ce chemin-là. C'est ça. C'est assez extraordinaire. Oui. Puis à la fin, c'est ça. Tu sais, moi, des fois, je trouve que les personnes vont se rendre compte, mais je suis rendue où je voulais être. Je suis rendue à un endroit que c'est vrai, je suis plus spontanée, par exemple. Ou c'est vrai, dans ma vie personnelle, je me rends compte que je vois plus un peu plus d'amis, je me sens mieux. Tu sais, de réaliser aussi eux-mêmes et elles-mêmes, j'ai atteint l'endroit, ou en tout cas où je voulais être, tu sais. Donc ça, c'est intéressant d'être capable de... C'est pas l'orthophoniste qui va dire « t'as réussi » entre guillemets ou pas. C'est la personne qui va dire « je me sens bien, je me sens satisfaite, tu sais, de où je suis rendue. » Alors, je pense aux personnes là, qui nous écoutent, et je me dis peut-être qu'ils vont se dire l'approche centrée solution, en fait, c'est une solution pour aller mieux psychologiquement, mais en fait, on aura toujours notre bégaiement, et c'est un peu se dire la méthode Coué, encore une fois. Non, alors, c'est pas ça, je tiens à le dire, parce que il y a les changements qu'on peut ressentir intérieurement et les chemins qu'on va prendre qui sont différents ont, et ça je l'ai vu, un impact sur la parole, parce que l'acceptation, le fait de se mêler à des situations qu'on n'aurait peut-être pas l'habitude de faire d'habitude, de pouvoir parler avec des gens avec qui on parle peut-être pas d'habitude, fait que ce bégaiement qui était peut-être pour certains très imposant, très difficile à vivre, et on comprend, va devenir un tout petit peu moins de temps en temps, finalement, le sujet, et le fait qu'on a l'impression qu'on ne voit que ça. Et c'est le changement de regard sur son bégaiement qui va faire que aussi la parole va aller mieux. Avec le travail de technique, il y a plein de choses qu'il faut travailler, et que ça prend du temps. C'est pas une recette de cuisine. En disant on va faire 2-3 trucs comme ça. Mais le changement de regard sur soi, avec un accompagnement qui est construit, et on sait où on va, et on co-construit avec le thérapeute. Moi, en tout cas, j'ai vu des vrais
des vrais changements et des vraies transformations chez les personnes. Même des personnes qui disaient, OK, moi, mon bégaiement, finalement, je sais que je bégaye, mais aujourd'hui, la place qu'il a, elle est beaucoup moins importante. Ouais, Et pour autant, je continue, ça m'arrive de bégayer. Ça ne veut pas dire qu'on va gommer le bégaiement. C'est juste que... Enfin, c'est juste. C'est vraiment... je ne sais pas, Geneviève, si tu dirais ça, mais ce serait se regarder différemment avec son bégaiement, peut-être. Tout à fait. Ouais. Puis ça peut faire que le bégaiement diminue aussi du fait qu'on regarde ailleurs, dans le sens qu'au lieu de regarder mon bégaiement toujours, puis que ça prend beaucoup de place, ben là, c'est justement, je suis plus spontanée, puis ça peut faire que le bégaiement est moins présent. Ou que, ben peut-être ça serait plus juste de dire que la lutte est moindre. Tout ce qu'on parle là, je trouve aussi que c'est une façon... c'est une autre approche qui existe, mais quand même, il y a des points en commun un peu avec l'acte. Bien sûr. Je me permets encore d'interrompre cet épisode pour vous dire qu'en l'éditant, on a réalisé qu'on a oublié de préciser qu'on fait référence ici à l'approche d'acceptation et d'engagement, donc la Acceptance and Commitment Therapy ou ACT ou ACT. Voilà, de retour à notre épisode. En tout cas, je trouve quand même que c'est une autre trame de fond, en fait. Oui, c'est ça. C'est un autre cadre. Ouais. Parce que c'est pas une thérapie par objectif. Et ça, c'est important, je pense, dans le cadre de l'approche centrée solution, de visualiser la posture de l'orthophoniste et de voir comment ça se co-construit avec le patient. L'orthophoniste n'a jamais d'objectif pour son patient précis puisqu'elle ne les connaît pas, elle co-construit avec lui. C'est ça. Donc là, c'est ça. Fait que les gens qui vont à ces séances-là avec l'orthophoniste qui travaille avec cette approche-là, centrée sur les solutions, donc c'est quand même de décortiquer certaines situations, d'avoir plusieurs questions, plusieurs temps de réflexion pour aller approfondir certaines situations que normalement, on passe tout droit. Donc, c'est ça, la personne peut s'attendre à ça et d'avoir quand même une approche l'approche est très, comme on se disait, motivante et positive et le moteur, justement, qui vient de l'espoir et c'est ça qui fait avancer la personne. Puis oui, Caroline, qu'est-ce que tu allais dire? Excuse-moi, Judith, c'était les exemples, ce qu'on appelle en approche centrée solution. Les exemples, c'est comme des grandes fenêtres qui s'ouvrent sur un paysage différent et on va demander à la personne d'aller décrire, d'aller remarquer tout ce qui s'est passé de différent en termes d'émotions, en termes de pensée, de comportement. Qu'est-ce que les autres ont vu de cette situation? Qu'est-ce que ça a changé de différent? Qu'est-ce qu'il y a de différent dans la relation avec les autres? Et en fait, toutes ces fenêtres-là, c'est des paysages différents que les deux vont aller explorer ensemble, un peu en recherche, comme s'ils regardaient un tableau d'une œuvre d'art. Et ça fait avancer le patient et le thérapeute, qui, on dit, il est un pas derrière. Oui, puis moi, j'ai un exemple là, concret d'un adolescent que j'ai vu récemment. On avait fait justement la question miracle. Là, on allait voir justement, le matin, il se lève, il n'y a plus de bégaiement parce que lui, c'était ça son désir. Je veux plus bégayer. Donc là, on avait fait la question miracle et là, la personne, cet adolescent-là avait dit, le matin, je me lève et qu'est-ce qui est différent? Ben, je parle à ma mère comme d'habitude. Et en fait, dans toute sa journée, il n'y avait rien qui changeait. Il se rendait compte, en analysant vraiment comment je me sens avec mes amis, avec mes profs, qu'est-ce que je fais comme action, mes pensées. Il se rendait compte qu'il n'y avait pas grand changement. Et là, ça a comme été justement... c'était complètement différent que tout ce qu'il avait déjà vécu, parce que là, il se rendait compte, c'est vrai que finalement, je fais déjà ce que j'ai envie. Tous les jours, je parle avec mes amis, je pose ma question au prof si j'en ai besoin, avec mes parents, mon frère et ma sœur. Donc, tu sais, c'est ça, c'est de voir, comme tu disais, une fenêtre, mais plusieurs fenêtres sur cette situation-là. Puis ça a fait en sorte que là, son problème, entre guillemets, de bégaiement, ben là, c'est comme justement, il diminuait parce qu'il se rendait compte, c'est vrai que, oui, dans certains moments de ma vie, ça me dérange, c'est vrai. Mais quand on regardait en une journée, il y avait certaines situations qui revenaient peut-être à chaque mois ou qui étaient plus difficiles, comme là, lui, c'était des exposés oraux, par exemple. Mais sinon, dans son day-to-day, il dit, c'est vrai que si je bégayais plus ou si je bégayais,
il y a pas de différence. Il n'y a pas de différence si je bégayais plus. Tu sais, je fais les mêmes choses que je fais même si je bégayais, tu sais. J'ai l'impression que la SFBT, parce que c'est très libre comme approche, que ça nous libère justement de la conception du bégaiement comme un problème. Parce qu'on est conditionné à ça, tu sais. Mm-hmm. Puis la majorité des gens qui consultent, c'est ça, c'est un problème, mais vu que cette approche-là permet à la personne de définir son problème ou ses objectifs, mais ça permet justement cette liberté de se rendre compte que peut-être que ça n'en est pas tant un, finalement, un problème. Oui, puis là, c'est un exemple parmi tant d'autres, parce que d'autres personnes, c'est pas ça. Mais quand même, pour cet adolescent-là, ça lui a comme fait voir la situation d'un tout à fait d'un autre œil, en fait. Puis là, il dit « Ah oui, ben peut-être que là, certains sentiments, c'est vrai, je serais plus à l'aise. Quand je fais mon exposé oral, je dirais plus de choses. » Ben là, c'est ça qu'on a essayé de regarder plus ces exposés oraux, tu sais, pour modifier ces situations-là. C'est ainsi que se termine notre épisode sur l'ACS pour les personnes qui bégaient. Et évidemment, la conversation s'est poursuivie avec Caroline. Et la suite de notre conversation, on la juge plus intéressante pour les orthophonistes et les étudiantes en orthophonie, mais évidemment, c'est du contenu pertinent et accessible à tous. Donc, on vous encourage à écouter la suite de cet épisode qui s'intitule « L'approche centrée solution, conversation d'orthophonistes ». À tantôt! Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode de Je suis un podcast qui est créé par l'Association Bégaiement Communication, une association pour les adultes qui bégayent. On vous rappelle qu'il y a une suite à l'épisode à l'intention particulière pour les orthophonistes et les étudiantes en orthophonie. Si vous aimez Je suis un podcast, soutenez le projet en vous abonnant sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube ou n'importe où vous l'écoutez. Oui! Merci encore! Ciao! Bye!